Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Donc, nouvel épisode, en fait, c'est la suite de celui qui était juste avant sur l'épisode des choix. Je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop long. D'ailleurs, je pense que celui-ci, il est possible qu'il fasse plus d'une heure. Hein. Vous le savez quand vous cliquez sur la vidéo. Moi, je ne le sais pas au début quand je commence, hein, surtout si je fais des digressions. Mais, bref, en fait, pour vous avouer très franchement, plusieurs choses. Déjà, je l'ai enregistré très tard dans la nuit. Il était plus de minuit passé. Parce que moi, quand j'enregistre, en fait, je le fais en one shot. Je le fais en une prise. Et donc, du coup, j'attends que, au moins dans les 10-20 premières minutes, ce soit exactement ce que j'attends pour aller jusqu'au bout. Bref, donc ça m'a demandé du temps. J'étais fatiguée, c'était la nuit. Et, euh, et en plus de ça, vraiment par rapport à l'épisode d'avant, c'était totalement improvisé ce que j'y raconte. En fait, la majeure partie de l'épisode d'avant, ça parle de ce fameux gradient que je décris entre, d'un côté, l'hyper contrôlant et de l'autre, le plancton. Et en fait, ça décrit, si vous voulez, pour moi, le gradient dans lequel on va se placer par rapport au choix. C'est-à-dire que du côté, si on va à l'extrême, l'hyper contrôlant, ou en tout cas le contrôle, va dans la prise de décision, la responsabilisation totale et permanente en fait. Faire un choix partout, tout le temps. Quitte à établir des règles, des structures qui permettent de faciliter justement cette prise de choix, de moins avoir à y réfléchir, mais de les faire plus ou moins en mode automatique ou en mode réflexe. Et ça, c'est un des buts du côté du contrôlant, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est comme en mathématiques, etc. Vous apprenez des lois, vous apprenez des règles, vous apprenez des séries, pour que à chaque fois que vous voyez le même type de problème, vous y faisiez face avec le même type de solution ou en tout cas de protocole. Parce que du côté du contrôle, eh bien, on tombe dans tout l'environnement, enfin les gens, les situations doivent être, comment dire, connus. C'est pour ça qu'il y a des lois et des règles et des concepts, etc. De sorte à ce que tout puisse, comment dire, il n'y ait pas d'hésitation, quoi. Tout est cadré, régulé. De l'autre côté du gradient, de l'autre extrême, ce que j'appelle le plancton, donc c'est, pour le rappel de la définition dont je me souviens, c'est l'être vivant qui se laisse totalement porter par le courant. Donc c'est le plancton dans la mer, hein, dans les océans. Et côté plancton, c'est l'inverse, c'est le lâcher prise, c'est le côté la foi, quoi. C'est-à-dire que on fait confiance que ce qui nous arrive pour une raison. Bon, je donne en vrac à la fois les bons et les mauvais côtés, hein, de chaque côté du gradient, là. Mais de l'autre, c'est la passivité. Vous voyez, l'autre, c'est l'hyper contrôle, l'hyper décision. De l'autre côté, c'est je ne décide de rien, je me laisse porter partout. Mais il y a des avantages, hein. Par exemple, moi j'adore voyager en mode plancton. C'est-à-dire que vous ne décidez pas vraiment, mais vous dites ok, et si j'allais, vous ciblez à peu près, je vais aller vers cette place-là, je vais aller vers cette église, vers ce musée, n'importe là, ou vers cette montagne, peu importe. Mais par contre, je me laisse, comment dire, la liberté de ne pas suivre forcément le chemin principal, mais prendre des chemins de traverse. Vous voyez, c'est ça le côté plancton, c'est les chemins de traverse. On fait des zigzags, vous voyez. Et on laisse le hasard, la chance, la vie, tout ce que vous voulez, la magie, si vous voulez l'appeler comme ça, opérer presque pour nous, décider à notre place. Bref, c'est de tout ça que je parle dans l'autre épisode, qui est pas trop long pour moi, seulement une trentaine de minutes. Maintenant, on va parler de beaucoup d'autres choses, mais avant ça, j'aimerais commencer par vous partager un souvenir que j'ai de mes cours de conduite d'il y a plusieurs années, de mes cours d'auto-école. À l'époque, je l'étais beaucoup, je le suis encore un peu aujourd'hui, mais j'étais la grosse flippée du volant, quoi. Très anxieuse, très peureuse, je pensais que j'étais un danger ambulant, bref. J'avais besoin de retour, j'étais du côté hyper contrôlant.
Et je me souviens de cette monitrice qui était, alors non pas un plancton là, je parle en archétype, mais disons qu'elle me donnait pas assez de retour et elle me rassurait pas. Et moi, ça me faisait encore plus aller augmenter l'intensité de mon versant contrôlant, hyper contrôlant, stressé, anxieux. Ce qui se passait, c'était surtout dans les routes de ville, mais même parce que j'habitais dans une ville près d'un bois, d'une forêt, là, donc il y a peu d'intersections. Et si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une intersection, pour moi, il y a un choix. Mais pour moi, pour vous le dire, au-delà de ça, même si je ne savais pas que, en gros, la route allait continuer tout droit pendant 10 minutes ou juste 1 minute et qu'après, enfin bref, ça me perturbait vraiment beaucoup de ne pas savoir à l'avance, oui, de ne pas être prévisible, que ce ne soit pas connu pour moi. Et qu'en plus, elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Donc elle ne regardait pas vraiment ce que je faisais et je pense qu'inconsciemment, je déviais un peu de la route, je faisais des choses assez dangereuses pour qu'elle rive les yeux un peu sur ce que je faisais. Bref. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle me disait ceci, c'est qu'elle me disait tout le temps, cette monitrice-là en particulier, et elle m'engueulait en fait, elle m'engueulait réellement, parce que je lui posais tout le temps la question, je vais où, je fais quoi? Elle me disait, mais en fait si je ne te dis rien, suis la route principale. Alors pour moi, je la regardais avec des yeux vides, je disais non, je comprends pas ça. Suivre la route, ça veut dire quoi? Parce que bon, évidemment, je sais pas, moi dans les villes quadrillées où c'est vraiment à angle droit, bon oui, je peux comprendre quoi. J'ai juste à faire attention à ce qui se passe, à ce qui vient, est-ce qu'il y a des obstacles à éviter, à changer de voie si besoin, à m'arrêter au feu rouge, au stop, bref, choses basiques là, enfin de base. Mais ça me perturbait surtout parce qu'il y a des fois où, vous voyez, c'est pas aussi droit, c'est un peu sinueux là, et il y a des fois où, en tout cas pour moi à l'époque, c'était vraiment flagrant, je comprenais pas où était la route principale. Et donc quand elle me disait ça, à chaque fois qu'il y avait un semblant d'intersection, pour moi, quand je le voyais, avec mon regard, avec mes yeux, je me disais, mais je pourrais aussi aller là. Donc pourquoi en fait, elle est où cette soi-disant route principale, quoi? Je comprends pas. Donc peut-être qu'en fait j'étais trop plancton pour être contrôlant comme ça. Mais bref. Mais ça m'a marqué ce truc du si je ne te dis rien, suis la route principale. Et ça, c'est quelque chose qui est très symbolique au final quand on parle de la question des choix et de faire ses choix. Et là, c'est la question de est-ce que j'ai le choix? En fait, pour elle, je n'avais pas le choix. Donc je n'avais pas à faire ce choix. Vous voyez, je sais plus où, je sais pas si je l'ai dit dans l'épisode d'avant, une fois j'avais lu que, en gros, un choix ne peut s'offrir et donc se faire que s'il y a plusieurs possibilités. Donc, entre guillemets, si on revient avec la métaphore de la route, que s'il y a intersection. Mais oui et non. Elle voulait que je sois en mode passif, quoi. Je suis la grosse route, quoi. Quand c'était pas forcément évident, mais plusieurs choses que j'ai envie de dire là. Évidemment, c'est facile à comprendre quand il y a, comme je vous disais, des intersections, des carrefours, des croisements là. Mais pour moi, même si, je sais pas, on est sur une route de campagne ou sur une autoroute qui pendant des kilomètres et des kilomètres, il n'y a personne, et puis c'est une seule voie, il n'y a qu'un seul chemin, ben en fait, si vous y réfléchissez, vous pouvez choisir de vous arrêter en plein milieu, d'accélérer, vous pouvez choisir de décélérer, vous pouvez choisir de faire un demi-tour, plein de choses, qu'est-ce que je sais moi, de partir sur la campagne, de ne pas suivre cette route bétonnée. En fait, même si, ce que je vous disais tout à l'heure sur le contrôle, etc., la maîtrise, pour moi la maîtrise elle est au milieu, elle est quand vous savez autant tirer parti du côté plancton que du côté contrôlant. La maîtrise, c'est quand justement vous êtes capable de, comme si quand vous voyagez, d'à la fois vous fixer un itinéraire à peu près, autant que vous laissez de la place à l'imprévu. Elle est là pour moi la maîtrise. Mais bon, ça dépend des situations, évidemment. Je sais pas, on n'improvise pas quand on doit opérer quelqu'un à cœur ouvert, quoi. J'imagine, j'espère. Ça dépend du niveau de responsabilité. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir un petit peu après.
Mais en gros, oui, les choix se font quand il y a plusieurs possibilités, mais en fait, le choix peut se faire en permanence. Par contre, le problème, c'est de ne pas tomber dans, l'hypermentalisation et c'est un peu mon cas. Et le fait de se dire, ouais, mais tout le temps, je pourrais choisir et en fait, vous êtes complètement dépassé par ça. Vous dites, mais tout ce que je fais pourrait avoir une conséquence, non? Le but, c'est un peu aussi de souffler, de lâcher prise et de faire la part des choses. C'est-à-dire de revenir à un peu de réalisme et de lucidité, quoi. Il y a des choses qui sont pas si graves. Bref, donc maintenant je vous ai partagé cette image, je commence à parler de choses plus concrètes par rapport au choix. Déjà, une des premières questions qu'on peut se dire, et j'ai terminé la fin de l'épisode juste avant, sur une pseudo-distinction entre des vrais gros choix et des, entre guillemets, petits choix, des choix plus bénins. Qu'est-ce que je mange, avec quoi je m'habille, ça c'est plus bénin, c'est plus quotidien, c'est plus banal. Et des gros choix, dans quelle entreprise est-ce que je postule, dans quel secteur est-ce que je m'oriente, est-ce que je choisis ce partenaire de vie ou cet autre, est-ce que je me marie, est-ce que je divorce, est-ce que je licencie, est-ce que j'engage, vous voyez, ça c'est des gros choix, quoi. Ou je sais pas moi, est-ce que je décide d'euthanasier mon chat, est-ce que s'il y a un accident de la route, est-ce que j'accepte de me faire amputer d'un membre, ça... C'est des vrais choix qui vont avoir des conséquences. Et on va parler aussi de la temporalité, conséquences, après. Mais alors, comment faire ces choix? Donc dans l'épisode d'avant, je vous posais une série de questions. Est-ce que vous les faites par principe, par envie, par motivation, par valeur, par, personnalité, par structure, par la réflexion, en pesant le pour et le contre? Est-ce que vous les faites sur le coup? Est-ce que vous réfléchissez maintenant ou est-ce que vous réfléchissez long terme? Au fond, je ne pourrais pas dire pour vous comment vous devriez choisir à chaque instant. Mais moi, je crois très fortement à l'intuition, le corps, mais j'y suis très connectée aussi, quoi. Mais je pense que c'est vraiment... Alors, je ne sais pas exactement encore... c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Faire la distinction entre l'instinct et l'intuition. Je ne sais pas, j'arrive pas à y répondre, mais disons très globalement, là où j'en suis aujourd'hui, je dirais que pour moi, de mon point de vue, ce que je pense, c'est que l'instinct, pour moi, je l'entends plus d'un côté entre guillemets animal, c'est-à-dire un peu comme le fruit de l'évolution et de milliers, de millions de générations d'êtres humains qui ont fait que nous sommes vivants aujourd'hui et qui ont, qui ont appris que ça c'était plus ou moins dangereux, ça c'était ok, vous voyez. Et donc cet instinct pour moi c'est un peu de cet ordre-là, d'une mémoire du corps, vous voyez. Et c'est plus, quand je dis animal, c'est plus biologique en fait, plus par exemple vos glandes dans le cerveau qui vont déclencher une réponse face à un stimulus. Un stimulus, des stimuli, oui. C'est plus de cet ordre-là, l'instinct, tandis que l'intuition c'est quelque chose que vous savez, genre je ne sais pas... quelque chose qui n'est pas appris par les générations et les générations d'avant, qui n'est pas d'ordre animal, mais qui est plus de l'ordre de tiens, j'ai l'impression que cette personne, je peux lui faire confiance. Ou tiens, je sais pas pourquoi je marchais dans la forêt et cette direction là-bas m'appelle. Ou je sais pas moi, tiens, j'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille manger dans ce restaurant comme s'il allait se passer quelque chose. Vous voyez, l'intuition, c'est presque ce qui est relié au pressentiment comme ça. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est juste ou pas. Je vous partage ça juste comme ça, mais bon, en tout cas, ça pour moi, chaque être humain y a accès, des deux là. Que ce soit l'instinct, l'intuition. Et pour moi, ça, c'est deux boussoles qui sont extrêmement puissantes et qui, pour moi, plus vous les écoutez, plus elles sont justes, plus elles sont fidèles, plus elles sont exactes. C'est... Et ça, je ne sais pas si d'ailleurs elles sont toujours en cohérence, l'instinct et l'intuition, ou si elles peuvent se contredire, sûrement, probablement, je ne sais pas. Et un autre moyen, une autre boussole, évidemment que les gens ont valorisé, survalorisé et appris et intégré, mais qui pour moi, je pense, peut être très trompeur. Et là, pour le coup, cette boussole-là peut être en contradiction
avec l'instinct et l'intuition, c'est la mentalisation, c'est-à-dire la rationalisation, faire des choix rationnels. C'est-à-dire, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure pour le truc du contrôlant, c'est-à-dire que je vais dégager à partir de ce que je vois, de ce que j'observe, de la répétition des situations, de l'observation, je dégage que ce truc-là a tendance à faire que. Et en fait, c'est ça que fait la science aussi. Ils essayent de dégager des principes comme ça qui seraient le plus prévisible possible jusqu'à que cette loi soit contredite. Le principe de la science aussi, c'est ça. Bref, c'est de contredire jusqu'à vérifier ou contre-vérifier une règle. Bref, je rentre pas là-dedans, là. Mais, vous savez, en fait, c'est ce qu'on dit souvent dans l'adage populaire, ma tête et mon cœur vont pas dans la même direction, quoi. Et qu'est-ce que je fais comme choix? Et c'est souvent ça le problème. C'est quand, vous savez, cœur, corps, esprit, alors, c'est pas vrai, mais on va dire que pour le concept, pour l'exercice de pensée, là, dans notre réflexion sur les choix, le corps, ça va être votre instinct, le cœur, ça va être votre intuition, et votre esprit, ça va être votre mental. Donc, rationnel, intuition, instinct, le meilleur dans la vie, c'est quand tous les trois fonctionnent ensemble, mais on sait tous que rien n'est aussi facile que ça, rien n'est aussi simple. Enfin, si seulement, c'est possible, je ne sais pas. J'espère qu'un jour, l'humanité en arrivera là. Mais que les challenges dans la vie, c'est quand il y a justement cette... vous savez, cette tension là, ça fait très penser à la notion des carrés en astrologie, bref, ou des oppositions. Le problème de quand vous faites un choix, c'est quand ça va à l'encontre, voilà, si je ne cite que ces trois choses-là, de votre corps, de votre esprit et de votre cœur, quoi. Comme je vous disais, je n'ai pas la réponse dans les choix, et je pense que certains choix nous dépassent. Moi, si je vous donnais un conseil très personnel de moi, de mon expérience et de ce que j'ai pu voir dans la vie, et même je pense que vous pouvez aussi vous y fier dans votre propre vie, il y a eu certainement des moments, ou même dans les gens autour de vous, ou dans les gens, on va dire, c'est pas connu, mais bref. Eh bien, au fond, l'intuition ou l'instinct, pour moi, ne trompe pas. Vous savez, même, ça a été de plus en plus fort pour moi, ces incohérences ces derniers mois dans ma vie, où justement ma tête me disait, mais tiens, ça a l'air normal, et alors le corps, lui, il réagit au quart de tour, quoi. Vous avez des nœuds dans l'estomac, j'ai limite envie de vomir devant une personne, alors qu'elle a l'air tout à fait lambda banale, quoi. Et ben, pour vous finir ça, mais mon conseil très très personnel, ce sera d'écouter ça, ce ressenti du corps, cette intuition qui vous dit je le sens pas en fait, je le sens pas. Pour moi ça a plus d'importance. Et d'ailleurs c'est marrant parce que il me semble que pas mal de gens, genre chefs d'entreprise et quoi, écoutent ça. Cet instinct, je le sens pas, j'attends. Je patiente avant de prendre cette décision, même si tout a l'air ok au feu vert, je sens qu'il ne faut pas que je prenne cette décision. J'ai comment dire, de ce que j'ai pu entendre, parce que je m'intéresse des fois à ça, c'est très lié au milieu du développement personnel, ça. Les gens qui réussissent, entre guillemets, eh ben, écoutent beaucoup leur intuition, leur instinct. Ça ne veut pas dire que si vous l'écoutez, vous allez devenir multimillionnaire et avoir une entreprise, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que pour moi, là se cache une des boussoles les plus puissantes et les plus fiables. Mais un dernier truc que je glisse par rapport à ça, et encore une fois, je n'ai pas réglé du tout la question de faire ses choix, hein, pas du tout. On va dérouler ça dans les autres points là suivants. Mais je vous glisse ça, c'est par rapport au Human Design, ou design humain en français. C'est un système qui mêle l'astrologie, les chakras, la kabbale, enfin le I Ching, plein de systèmes spirituels très profonds, très puissants, très anciens. Et en fait, quand vous mettez les mêmes informations que pour obtenir un thème astral, et en gros, vous obtenez une carte, là, un body graph, un thème là, astral, mais différent d'un thème astrologique. Et bref, une des premières choses que vous extrayez, que vous allez extraire de ce body graph là, c'est
une des choses les plus intéressantes, bon, je rentre pas dans le human design, mais en tout cas par rapport à la question des choix, comment faire ses choix, c'est ce qui s'appelle, alors en français, je crois qu'ils l'ont traduit par autorité intérieure, ou en anglais, inner authority. Et en fait, ça, c'est censé vous indiquer quelle est la manière la plus juste, la plus puissante pour vous, votre boussole, pour prendre des décisions. Et en fait, ils sont liés aux 9 centres du Human Design. Par exemple, ça peut être dans justement le corps, dans les tripes, dans les viscères, là, comme ça. Ça peut être justement votre intuition. Ça peut être par rapport à vos émotions. Et il y en a qui sont immédiats. Par exemple, les tripes et l'intuition, ça va être tout de suite. Et par exemple, les intuitions, ça va être plus étalé dans le temps. Il y en a d'autres où vous devrez ou devriez parler avec des gens pour qu'ils vous renvoient en image, non pas écouter ce qu'ils disent en tant que tel, par exemple fais ci, fais ça, mais écouter leur retour. Enfin bref, je rentre pas là-dedans, mais c'est assez intéressant. Et ce que je trouve le plus intéressant, moi, il y a même un type où il est dit que en fait, c'est un type lunaire qui doit attendre 28 jours. Bon, très très rare ce type de personne. Pourquoi pas, je ne sais pas, je ne suis pas ce type-là. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, oui, c'est que il n'y a aucune autorité intérieure qui, comme ça s'appelle là, aucune qui est votre esprit, votre tête, votre mental. Si vous tombez dans ce système-là, là, si vous y croyez et si vous essayez de vous connaître par rapport à ça, en fait, vous verrez qu'il est dit que jamais, jamais ce n'est votre tête qui décide. La tête, et là c'est plus dans les Gene Key où j'en ai lu beaucoup et je trouve ça très intéressant, ce que l'auteur dit souvent, Richard Rudd, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a perdu justement ce côté intuitif, instinctif, et on a mis le cerveau, l'intelligence, le rationnel, l'esprit au-dessus de tout. Mais le problème, c'est qu'on lui a donné les clés pour prendre des décisions. Or que, normalement, en tout cas c'est ce que l'auteur explique là, et en fait ça se base sur le I Ching, enfin plein de spiritualité, surtout orientale, bref. En fait, l'esprit, le rationnel est là pour comprendre, mais pas pour décider. Et là, c'est une différence très très importante, je trouve. Comprendre, c'est par exemple si vous arrive une situation, peu importe, je sais pas, moi, j'ai un problème, j'ai une panne d'ordinateur, mince, j'ai fait un trou dans mon vêtement, je sais pas, n'importe quoi. Comment vous allez le réparer? Et là, il sert à ça, le cerveau. C'est je vais trouver une solution comme ça. Mais oui, c'est pas je vais décider si je jette ou si je répare. Ça, c'est autre chose. Vous voyez la différence, la subtilité, là? Mais bref, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Pour moi, en tout cas, c'est, par exemple, mon centre, mon autorité intérieure, elle est dans l'instinct, dans le corps maintenant. Et c'est pour ça que moi, quand ça m'a fait rire quand j'ai appris ça, parce que il m'est arrivé plein de fois de prendre des décisions du jour au lendemain parce que c'était le moment, parce que je le sentais. Et je ne me l'expliquais pas, je ne comprenais pas, mais je savais. Je savais, je le sentais. Et alors, moi, en tout cas, pour moi, très personnellement, quand ça m'arrive, il n'y a rien qui peut me faire dévier, quoi. La décision, elle est presque prise à ce moment-là. Et c'est très intéressant parce que moi, ça m'a permis de me déculpabiliser, de décomplexer par rapport à cette prise de décision. Et j'entends beaucoup de retours de gens, de commentaires qui s'intéressent au human design et qui disent ça, ils disent « Ah, mais enfin, j'arrête de me prendre la tête, quoi. J'accepte ça, cette partie de moi, cette manière de faire des choix. » Et en fait, tout simplement, ça permet de se foutre la paix. Voilà. Quand vous comprenez pas pourquoi vous sentez que cette décision c'est la bonne, et ben voilà, vous vous fichez la paix. J'ai pas besoin de me l'expliquer, je le sens. Et ça, vous pouvez l'exercer dans votre vie, à prendre des décisions, vous voyez. Bref, c'est beaucoup trop long ce que je raconte sur faire des choix. Ensuite, ce que je me posais comme question, au fond, au-delà de faire ses choix, et là c'est une vraie question là, que je pourrais pas traiter là,
Mais je me suis demandé, mais qu'est-ce qui motive nos choix? Et ça, c'est vraiment à la fois philosophique, spirituel, mais pour moi, c'est fondamental, c'est existentiel en fait. Qu'est-ce qui motive nos choix? C'est très lié. Moi, il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup depuis plusieurs années, c'est la question du libre arbitre aussi. Je vais pas du tout rentrer là-dedans, là, mais au fond, c'est un peu la même chose. Est-ce que j'ai le choix, en fait? Comment dire? Parce que je n'ai pas la réponse à ça. Je ne suis pas un gourou là-dedans, mais comme c'est ma chaîne, je vous propose mes pistes de réflexion. Là où j'en suis, ce que je voudrais vous partager là. Si on le fait schématiquement, bon, j'ai pas envie de dire 50%, 50%, mais juste en partie. Pour moi, évidemment, en partie, ce qui motive nos choix. Et en fait, quand je pose cette question, c'est par exemple, c'est que je me disais, mais oui, ok, par exemple, imaginez, vous choisissez la nourriture, quoi. Donc vous avez des goûts. Mais depuis que vous êtes petit, et évidemment, ça peut se travailler, ça peut changer, ça peut évoluer au cours de la vie, mais qu'est-ce qui fait que dans votre corps, vous aimez bien, vous, cet aliment, et vous aimez pas du tout celui-là? Et pareil pour les paysages. Ah, moi, j'adore la montagne, mais alors je déteste la mer, quoi. C'est pas mon ressenti, c'est un exemple. Mais au fond, pourquoi? Mais pourquoi? Et là, elle est là la question que je me pose tout le temps du libre arbitre et du choix. Est-ce que j'ai vraiment choisi d'aimer ou de ne pas aimer? Sachant qu'on dit souvent qu'un cœur, ça ne se contrôle pas. Donc est-ce que le cœur, les goûts, les motivations, c'est pareil? Et est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est mystérieux? Et donc il est là le pseudo 50%, 50%, mais je pense pas que ce soit aussi fixe et rigide que ça. Mais disons que je suis persuadée qu'en partie, c'est sûr que une partie de nos motivations et de nos choix sont expliqués par justement le côté rationnel, c'est-à-dire ça s'explique par notre famille, par notre passé, par notre vécu, vous voyez, et par l'extérieur, par les conditionnements, par les valeurs. Donc vous voyez, ça c'est, si je mettais un autre mot là-dessus, c'est le rationnel. C'est-à-dire que la personne qui tombe dans le côté hyper contrôlant peut extraire des règles, des lois de cause à effet, des actions-réactions, des conséquences, causes-conséquences, qui peuvent vous expliquer en partie pourquoi vous faites ce choix. Parce que dans votre famille, depuis que vous êtes petit, vous êtes conditionné, les gens aiment ce type de métier, les gens trouvent que c'est valorisant, que c'est valorisé, que c'est bien, etc. Et que ça, oulala, il faut absolument pas, je sais pas, dire que être riche c'est mal, que c'est que des manipulateurs, que c'est que des gens qui sont pour le pouvoir, je ne sais pas. Oui, multiplier ça par tous les exemples d'êtres humains sur la planète. Mais en tout cas, c'est clair, c'est sûr qu'on peut expliquer en partie nos choix par ça. Par contre, je pense que les entre guillemets autres 50%, mais en tout cas une autre partie, et je ne sais pas s'il y a d'autres parties qui peuvent expliquer nos choix, mais c'est un mystère. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose presque avec lequel on est né, c'est quelque chose qu'on peut qualifier de donné. Je sais pas, moi par exemple depuis que je suis petite, il y a des aliments, je vous le partage, mais je ne supporte pas le fromage. Mais depuis la maternelle quoi, il y a rien à faire. Et vous savez, moi dans ma famille, ils aiment plus ou moins ça quoi. Donc vous voyez, c'est pas appris, c'est vraiment ça même moi personnel quoi. Et j'arrive pas à m'en défaire, ça fait vraiment partie de moi. Et ça, peut-être que, je sais pas, surtout dans la psychanalyse, on pourrait expliquer ça, c'est un symbole. J'en sais rien, moi. Mais pour moi, il y a des choses qui sont plus de cet ordre-là, qui sont assez inexplicables, vous voyez. Ou je sais pas, comme je vous disais, ça peut être... vous savez pas pourquoi, mais vous êtes toujours vraiment plus que touché, vous êtes bouleversé par... je sais pas moi, tel artiste, tel paysage, telle musique. Et c'est au-delà de vous-même, en fait. Et là, c'est plus émotionnel, presque, je dirais, comme réaction. Donc, je ne sais pas ce qui explique ça. Pour moi, c'est un mystère. Et tant mieux, tous les mystères ne sont pas faits pour être résolus. Ça, c'est mon côté très plancton qui l'accepte. Et c'est beau, en fait. C'est tant mieux qu'on ne
peut pas tout prévoir, qu'on ne peut pas tout résoudre aussi, qu'on ne peut pas tout comprendre, qu'on peut pas... Voilà, ça fait partie de la foi, son challenge et sa beauté à la fois. C'est que ça fait partie de quelque chose qui nous dépasse. Mais ce que je trouve intéressant, par exemple, et c'est pour ça que aussi je fais toute une série d'explications sur l'astrologie, et puis après le human design, et puis j'entrerai dans d'autres choses aussi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est, vous savez, c'est comme quand vous voulez étudier le corps humain, je sais pas, comment vous savez si vous êtes en bonne santé? Au fond, il y a plein d'indicateurs. Je sais pas, vous pouvez faire une prise de sang, et même quand vous faites une prise de sang, en fait, vous êtes obligé de cibler les données, le taux de telle molécule que vous voulez connaître dans votre sang. Est-ce que vous passez par une biopsie, par un scanner, par une auscultation physique? Est-ce que vous passez par des signaux extérieurs? Je ne sais pas, la couleur de votre peau, de votre langue, de vos yeux, vous prenez le pouls, vous faites un test d'effort, un ECG, donc un électrocardiogramme, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, il y a plein de moyens de sonder votre santé et votre corps. Et au fond, pour moi, ça, c'est un peu pareil quand on parle de l'astrologie, de la psychologie, des tests de personnalité, de ce que vous voulez, là, les Jinkies, le Human Design et bien d'autres choses, là. En fait, pour moi, c'est juste des outils, donc qui ne sont pas tous, comment dire, qui peuvent pas être entiers, globalisants, exhaustifs, mais qui sont, si on y croit pour les trucs d'astro et tout, en partie tous vrais, ou en tout cas qui détiennent chacun une partie de ce qu'on pourrait appeler entre la réalité et la vérité. Ça, c'est pareil, c'est un autre truc de philosophie. Là. Mais une partie du réel ou du vrai, vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Ils sont pas non plus à prendre... ils peuvent être exacts, mais vous voyez, comme si vous prenez juste une prise de sang, mais si vous omettez complètement de regarder des choses aussi basiques que regarder la couleur de vos yeux pour savoir si vous avez un problème au foie ou quoi. Vous voyez, c'est un peu comme ça, quoi, que je le vois, si c'était clair. Mais en tout cas, pour revenir et pour annoncer un autre point, là, je pense que ce qui motive nos choix, peu importe que, encore une fois, ça s'explique rationnellement, psychologiquement, par les conditionnements, par la science presque, ou alors que ça s'explique de manière mystérieuse, moi je suis d'avis, une croyance très personnelle que, enfin c'est plutôt nouveau là cette croyance, que ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on choisit, ce qui nous pousse à être choisi par nous, contient toujours le potentiel de nous dépasser. Et ça j'y reviendrai à la toute fin. Donc, on se demandait la question comment faire nos choix. Et là, ce que je viens de vous dire sur qu'est-ce qui nous motive, un des gros problèmes pour faire ces choix, ça va être l'évidence même là, mais ça va être le regard de l'autre. Le regard de l'autre, à la fois par votre passé, c'est-à-dire que, parce que c'est dans l'épisode de thérapie où je parlais d'interférence comme ça, c'est des gens qui interfèrent en permanence dans vos choix, c'est-à-dire plus ou moins consciemment. Je sais pas moi, c'est je pense beaucoup à l'ouvrage de, comment il s'appelle, mais bref, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai, Thomas quelque chose, Alembert, de Rosenberg, je sais plus. Bref, il est possible, c'est comme ce que je vous racontais la dernière fois là, sur l'école, le système d'éducation, en fait de la maternelle, on va dire très schématiquement, de la maternelle au parfois collège, lycée, on vous demande rien du tout, vous passez juste d'une classe à l'autre, on vous demande pas en CE1, ça dit de passer au CE2? Non, vous le faites pas le choix, vous savez que c'est comme le truc du contrôlant, de la structure, le choix il est déjà établi pour vous, pour que ce soit plus simple, pour que ce soit votre route principale, comme ce que je disais par rapport à la leçon de conduite d'auto-école là. Donc il y a des choix qui vont être plus ou moins voilà, stabilisés, sécurisés déjà pour vous. Et la question de la sécurité aussi, qui est fortement liée à cette notion de connu, d'inconnu, de familier et non familier, je vais la traiter aussi après. Mais le regard de l'autre,
Enfin, pour moi, ça, là, ce truc qui choisit pour vous, que vous passez par exemple de telle classe en telle classe, qu'à la cantine, il y aura ce plat à midi, en fait, c'est un choix qu'on fait pour vous. Ça peut être... Alors, je ne pense pas que ce soit aussi noir et blanc, 100% bienveillant ou 100% malveillant. Enfin, je veux dire, 100% dans votre intérêt ou 100% manipulateur, toxique ou quoi. Je pense que c'est toujours entremêlé. Rien n'est aussi carré l'un ou l'autre. Mais il est possible que donc le regard de l'autre interfère en permanence. Plusieurs choses à ça. Comme je vous dis, le problème c'est le gradient. Le but c'est de faciliter votre vie pour que vous n'ayez pas à réfléchir en permanence à ce que... Je sais pas moi, s'il y a un menu à la cantine déjà, c'est pour que vous ayez moins de choix à faire, justement, donc moins de stress et vous soyez plus libérés et que vous passiez à autre chose. Parce que le principe c'est qu'une fois qu'on fait un choix, ok, on passe au suivant et on continue comme ça. Parce que sinon on peut être bloqué ad vitam aeternam, là, comme ça, dans des choix qu'on ne fait pas, qu'on ne veut pas prendre. Mais plusieurs choses que je voulais dire là-dedans, outre la question de la boussole qui peut être un peu... des gens, comme je vous disais tout à l'heure, qui font ça que avec le mental et tout, bref. Je veux parler de choses plus concrètes là, et ça va faire écho à 2 épisodes d'avant, par rapport au regard de l'autre. C'est l'épisode sur l'empathie. Il est possible que, en fait, que les gens le veuillent ou non, donc interfèrent, s'immiscent sciemment comme ça dans vos décisions, dans vos choix. Il est possible juste que vous ressentiez, par exemple, que quand vous faites tel ou tel choix, justement, je sais pas moi, quand vous êtes enfant, quand vous êtes plutôt calme, ou quand vous faites rire vos parents, ou quand vous cassez un verre, ou quand vous rapportez une bonne note, j'en sais rien moi, quand vous vous lavez les dents, vous sentiez le ressenti du parent, ou des gens autour de vous, en tout cas de vos camarades de classe, de la maîtresse, du chien à côté de vous. Vous sentez comme ça. Et il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à ça. Et donc oui, c'est-à-dire qu'entre 2 personnes à qui on va dire avec la même équivalence les mêmes choses, par exemple, pour celui qui va être très très hyper sensible au ressenti de l'autre, eh ben il va plus s'adapter. Donc ça devrait plus vous parler des livres comme c'est d'être gentil, soyez vrai, parce qu'il est possible que, je sais pas moi, en tant qu'enfant, justement vous... Et alors là ça dépendra de chaque personne, de chaque famille, hein, mais vous ayez compris un peu action-réaction, et en fait que vous soyez adapté à ça. C'est-à-dire que quand on est très hypersensible, c'est très dérangeant de ressentir chez l'autre la déception, la colère, la frustration ou juste l'indifférence. C'est très difficile, c'est très dur. Donc je vous invite encore une fois à regarder cet épisode sur l'empathie, j'en parle plus en détail là-dedans. Mais il est possible que ça, en fait, inconsciemment, ça interfère avec vos, entre guillemets, vrais choix. Vraiment les choix que vous vouliez faire, de base. Si jamais personne n'était autour de vous, quoi. Donc vous voyez, ça va un peu au-delà juste du principe de punition-récompense. Là. Parce que souvent c'est ça, c'est le principe du dressage, mais l'éducation marche beaucoup là-dedans. Vous savez, si vous avez une bonne note, si vous êtes le meilleur, on vous donne un bon point, on vous félicite, on vous donne un cadeau. Et ça c'est le truc de récompense-punition. C'est très 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 ancré, très puissant chez nous là. Très négatif pour faire ses choix, mais bref. Et l'autre épisode auquel je vous fais donc référence, c'est celui sur l'intégrité. Et là, c'est plus, enfin pas moral là, mais ça parle de la question d'être honnête avec vous-même. À quel point vous vous rendez compte que les autres justement s'immiscent, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, dans vos décisions, ou bien alors que c'est vous qui les mettiez là, quoi. Vous avez toujours besoin de l'approbation, de l'assentiment, de l'aval, de la bénédiction, de la récompense des autres pour faire vos choix. Si vous n'avez pas de retour, c'est un peu comme moi avec ma mono d'auto-école, ce que je vous racontais au tout début, eh bien je ne fais pas ce choix, quoi. Tant qu'elle me dit pas c'est bien, oui, continue, rassure-toi,
il y a un problème. Alors là, ça parle vraiment de responsabilité. Et ça, c'est une question par rapport à la boussole un peu. En fait, c'est vous qui devez valider vos choix. C'est vous qui êtes la seule personne à pouvoir dire je le sens, oui, ça c'est le bon choix pour moi. Et les autres ne devraient... Enfin, évidemment, je vous demande pas de jamais demander l'avis des autres ou quoi, ou de jamais prendre en compte les autres, mais en tout cas, il est possible que ce soit trop dur pour vous de prendre le risque de déplaire, d'être à contre-courant, de faire différemment, d'être seul ou de vous démarquer. Et parce que là, c'est l'autre point que je voulais aborder. Enfin, il y en a deux qui vont se suivre. Là, il y a les conséquences des choix et le phénomène de validation de garantie. Le problème, c'est que il y a toutes sortes de choix auxquels on est confronté toujours dans notre vie. Je vous ai dit, il y en a qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins fluides. Je sais pas, qu'est-ce que je vais manger, avec quoi je m'habille. Bon, voilà. Pas trop de conséquences. Mais il y a des choix qui vont avoir des conséquences. Je sais pas, moi, vos choix professionnels, les choix de partenaire de vie, j'en sais rien, moi, vos choix de santé. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous arrêtez de boire? Choses comme ça a des vraies conséquences. Et donc, il est possible que certains de vos choix, certaines de vos actions, de vos décisions heurtent certaines personnes. Et il est possible que certains choix, ceux que vous sentez que c'est le choix que vous devez faire, là, c'est celui qui vous appelle, celui qui vous semble le plus juste, il vous tire tellement dans le corps, là, vous savez, mais vous savez aussi que ce choix, en fait, la raison pour laquelle vous refusez de le faire, c'est que ça implique, ça nécessite de faire mal aux autres, ou de se faire mal soi, quoi. Je sais pas, comme je vous disais, l'exemple très très extrême de vous avez eu un accident et puis il faut procéder à une ablation d'une partie de vous, quoi. Parce que si vous le faites pas, ça va s'étendre et puis ça va moisir, et puis vous allez potentiellement en mourir ou quoi, mais vous allez devoir changer complètement votre vie, quoi. Je sais pas, si vous perdez vos jambes ou une partie de... couper, je sais pas, une partie de foie, de rein, j'en sais rien du tout, moi. Vous voyez? Ou bien un peu moins dramatiquement, là, il est possible que, je sais pas, vous sentiez que vous devriez faire une rupture, mais bon, ça va faire mal à l'autre, quoi. Donc, il y a des cas où, je sais pas, les choix vont apporter comme conséquence que vous aurez plus ou moins d'argent, plus ou moins de temps, plus ou moins d'espace, plus ou moins de relations amicales aussi. Peut-être que ça va vous mener à vous isoler dans certains cas. Ou au contraire, ça va vous amener à être sur le devant de la scène, sur les planches, et donc à être complètement visible et public. Ou que, je sais pas, moi, ça vous apportera, si vous acceptez ce job, plus de responsabilités civiles, légales, financières, je ne sais pas. Voilà, tout un tas de conséquences comme ça. Mais je vous dirais, là, on ne parle pas des choix bénins, encore que même pour moi, tous les petits choix de la vie, même, je sais pas moi, est-ce que j'allume ou pas cette cigarette, est-ce que je prends un plat emporté tout fait, plein d'additifs et de choses qui sont cancérigènes, néfastes pour moi, est-ce que je le fais quand même? C'est qu'une fois, c'est pas grave. Est-ce que je dis juste une fois à cette personne, mais t'es qu'un con, mais t'es stupide? C'est juste une fois, c'est pas grave. Est-ce que je donne juste une petite baffe comme ça? C'est pas grave. Vous voyez, ça a beau être des petits choix sur l'instant, il y a quand même des conséquences. Mais en tout cas, peut-être que ce qui vous intéresse plus, c'est si vous êtes confronté à un gros choix, gros carrefour de vie. Je vous dirais que ce n'est ni négatif ni positif ce que je vous dis. Les plus grands choix causent le plus de vagues. À vous de voir comment ça résonne en vous. Mais en fait, ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, c'est autre chose là, mais c'est une idée de graine, et on va arriver juste après à la temporalité, c'est que accepter de faire le, entre guillemets, toujours, bon ou mauvais choix, en fait, ce choix, c'est comme une graine qu'on plante dès le début. Si on le fait par pitié, si on le fait par peur, si on le fait par espoir, par envie, par jalousie, pour prouver, parce qu'on n'avait pas le choix, tout ça là, tôt ou tard, ça ressortira. Mais de plus en plus grand, vous savez, comme une spirale grossissante là, de plus en plus fort, jusqu'à vous faire assumer les conséquences de votre choix.
Oh, j'ai trompé ma copine, mon conjoint juste une fois, c'est tout. Juste cette fois. Non, je devrais pas manger de porc, mais j'ai pris juste un petit bout de bacon, juste une fois. Je ne sais pas. Regardez là où ça résonne pour vous, mais peut-être qu'on va parler Non, je parlerai de la temporalité juste après, là. Oui, juste ce que je voulais dire aussi, c'est que le problème, surtout quand c'est des choix, quand je vous ai dit que chaque choix que vous faites, c'est comme une graine qu'on plante et qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir. Donc, si vous pensez que même c'est un choix bénin, même quand c'est un gros choix, il va avoir des conséquences. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas tout de suite, demain, dans 2 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, à la fin de votre vie, quoi. Et ça peut tout changer. Vous voyez, ça, c'est la responsabilité. Sans tomber non plus dans, je vous ai dit encore une fois, l'hyperconscience de tout ça. Le problème, c'est que si on prend conscience de ça, on veut se demander, et il est là en fait la sur... Oula, il y a une chorale dehors. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais il se passe des choses dans ma ville. Le problème quand vous faites des choix, d'autant plus qu'ils sont importants, conséquents, pesants, là, c'est qu'on va demander, on va exiger une garantie. Et la garantie, c'est quoi? C'est l'assurance que c'est le bon choix avant. Donc on demande une validation a priori avant de prendre ce choix. Eh bien c'est là qu'elle intervient la notion de foi. Parfois, il y a des choix qui vont être très importants pour vous et on y est tous confrontés à un moment ou à un autre. Je ne peux pas croire que quelqu'un y échappe. C'est le principe de la vie pour moi. C'est les challenges là, d'être humain. On est tous confrontés à un moment, à un choix où on va se dire je ne sais pas, je pourrais aller au moins dans d'autres directions, y aller ou pas. Il y a toujours, même s'il n'y a pas deux voies, oui ou non. Il y a toujours au moins ce choix. Toujours. Vous avez toujours le choix. Mais peut-être que des fois, ça peut être deux solutions. Je ne sais pas, vous rencontrez deux personnes. Ah, je vais avec A ou je vais avec B. Et dans les deux cas, votre mental, votre cerveau, votre rationnel peut dire... Enfin, faire vous savez, ce truc-là, assez classique bateau, de faire la liste des points forts, des points faibles, des inconvénients, des avantages, là, des pour et des contre, comme on dit. Je trouve que c'est une très mauvaise technique. Elle m'a mené à un de mes pires choix dans la vie. Bref, c'est peut-être pour ça que ça m'a traumatisée. Mais je vous ai dit, c'est comme tout à l'heure, des fois, c'est surtout avec les personnes, comment dire, pour moi, le corps reçoit des choses, des informations qui sont au-delà de votre perception immédiate. Ou même... Mais pour moi, il faut faire confiance. Et elle est à la foi. C'est vous recevez ce signal pour une raison. Et en fait, comment dire, ça revient à cette notion de contrôle, vous voyez, c'est parce que justement on n'a pas de garantie qu'un choix va donner ce résultat. Et même si en théorie, mais je sais que si j'avais dans cette école et que je prends cette matière, ce prof, et que je fais mon mémoire avec lui, et qu'après je postule dans cette boîte, normalement, dans 90%, 99% des cas, tous les gens, ils décrochent un CD, ils ont ce truc, ça se passe comme ça dans leur vie, avec ce type de personnes-là, les relations sont toujours foireuses, on se finit toujours trompé, eux c'est toujours les méchants, eux c'est toujours les gentils, eux c'est les intelligents, eux c'est ce que vous voulez là. Vous voyez? En fait, vous faites ça dans un but de contrôle pour prévoir la façon dont va se dérouler votre choix, dont va se dérouler votre vie en fait, sur une partie en tout cas. Et en fait, j'imagine que ça nous est tous arrivé d'être l'exception qui confirme la règle. Mais cette garantie, en fait, rationnellement, rien ne peut vous la donner. Il y a toujours au moins une chance, sur 2, sur 10, sur 20, sur 1 million, sur 1 milliard, sur 90 000 milliards, j'en sais rien, que ça ne se passe pas comme prévu. Parce que c'est la vie, en fait. Pour une raison ou pour une autre, c'est mystérieux, je ne sais pas, personne ne sait. Mais par rapport à cette idée de garantie, de choix, de conséquences, là, faire un choix, faire le bon choix, entre guillemets, le vrai choix, ça signifie pas forcément
que ça va être facile, que ça va être tout cuit, que vous allez être entièrement heureux. Je vous ai dit, il est possible que parfois le meilleur des choix que vous puissiez faire, il puisse être vraiment très profondément douloureux. Mais alors, qui vous fasse baver, quoi. Je sais pas, jusqu'à causer la mort ou la perte de quelqu'un, j'en sais rien, de quelque chose, d'une partie. Mais ce choix, si vous l'avez pris avec confiance, avec justement cette foi, je sens que c'est la bonne décision, ce genre de choix-là, ce type de choix-là, qu'on ne fait pas non plus tous les jours, hein, c'est l'ordre du gros choix, là, eh bien, moi je vous dirais que, de mon avis, il vous porte à vous transcender. Il vous porte à aller au-delà de vous-même, aller au-delà de vos forces, de vos capacités actuelles, et potentiellement, il vous porte à vous séparer des gens proches de vous, mais pour une raison. Les plus grands choix peuvent être les plus dévastateurs, si on veut, ou les plus bénéfiques d'un coup, mais en tout cas, c'est les plus challengeants. Faire le bon choix, c'est pas toujours faire le choix le plus simple, c'est pas toujours le plus ou le moins dérangeant, le plus ou le moins inconfortable, mais il arrive que ce soit le choix qui vous demande le plus de sacrifice ou le plus de douleur. Je sais pas, ou imaginez un truc, vous voulez être salarié, professionnel indépendant, quoi. Vous voulez monter une boîte, et bien ça, quand vous le faites et vous le sentez, vous savez que pendant au moins, normalement, classiquement, 1 ou 2 ans, eh bien, il va falloir vous serrer la ceinture. Vous n'aurez pas ou peu de revenus, ça va être très dur, vous allez avoir des semaines très très longues, vous allez, mais vraiment presque plus avoir de vie sociale, ne faire que ça, quoi. Donc c'est de l'ordre du sacrifice. Mais c'est, comment dire, ça appartient au choix. Et je sais que ça c'est pas tant douloureux, mais c'est très inconfortable en fait de faire un choix où on doit avancer à l'aveugle, foncer dans le brouillard comme ça. Et donc c'est là où c'est très important de vous rappeler à la fois votre boussole, ce qui vous motive, et ce côté, ce que je vous disais dans la graine avant, là. Plus vous faites votre choix dans une dimension, dans un état d'esprit de confiance, oui, un saut de foi, c'est de faire un saut dans le vide parfois. C'est, je sais pas, comme sauter à l'élastique, là, et en fait, il peut casser, mais est-ce que vous le faites quand même? Ou vous pouvez avoir une crise cardiaque, j'en sais rien. Bon, vous le faites pas normalement si vous êtes à risque, là, mais vous voyez, c'est ce genre de choses-là, ça va être un ascenseur émotionnel aussi, quoi. Et vous ne pourrez pas tout maîtriser. Bien sûr, vous pouvez vous dire, ok, c'est un gros choix, donc j'attends, je patiente. Mais en fait, ça, c'est une question de timing, et là, j'en viens enfin à la question des temporalités. Quand vous savez que dans votre tête, tous les voyants sont au vert, parfois vous sentez que, attendez, je dois attendre encore un petit peu. Attendez, faites-moi confiance. Et en fait, tout le monde vous dit, mais pourquoi t'attends? Pourquoi t'attends? Tu sais déjà tout, t'as les partenariats, tout est lancé, t'as de la bonne équipe, je sais pas moi, t'as tout ce qu'il faut, quoi, en gros. Et en plus, le contexte extérieur est favorable, pourquoi tu attends? Eh bien, il est possible que vous captiez une information venue de je ne sais où, dans votre corps, dans votre intuition, comme ça, qui vous dise d'attendre. Mais ce truc-là, pour moi, si vous le sentez, est censé être plus fort que votre rationnel. Mais bon, c'est un conseil d'amis, là. Et encore une fois, je dirais que ça dépend, vraiment, à chaque fois. Si ça vous rassure, bien sûr, si le rationnel va dans le sens de votre boussole intérieure, mais tant mieux, mais ça c'est génial, c'est du pain béni, on adore ces moments-là, quoi. Là, on en vient presque à être un plancton, là. C'est à la fois votre contrôle et et votre maîtrise et votre capacité à lâcher prise, tout va dans le même sens, mais ça c'est génial, c'est très agréable dans la vie. Mais je vais parler de la question des temporalités et après je vais clôturer avec un tout dernier point. Un choix, je sais pas, imaginez, vous voulez déménager, là, je sais pas si j'ai pris cet exemple avant, mais vous prenez une décision, je sais pas, ça vous a pris une seconde, 1 mois, 1 an de prendre cette décision, ça a été forcé par la force des choses, regardez l'épisode sur les changements. Oui, vous allez choisir là, à l'instant T, ok, je déménage. Sauf que dans la temporalité, eh bien, c'est pas parce que vous dites je déménage que ça se fait tout de suite. Non,
faut que vous cherchiez un appartement, faut que vous rangiez, fassiez le tri, là. Il faut que, une fois que vous ayez signé, vous sachiez comment vous allez, vous organiser au niveau de la logistique, là, pour tout déménager vos affaires. Euh, Est-ce que vous regardez par rapport à votre quartier? Est-ce que vous regardez par rapport... Enfin, vous voyez, il se fait pas en un jour, quoi, votre changement. En plus, il faut déplacer toutes les factures, tous les abonnements, blablabla. Bla, bla, bla. Donc oui, vous pouvez dire, ok, j'ai choisi de déménager, ok, j'ai choisi de changer de branche et tout, ok, j'ai choisi ça. Mais en fait, au-delà du choix, de la décision, de la motivation, il y a des choix, en fait, qui vont se faire dans une temporalité longue, en fait. Et là, c'est là où on va parler d'engagement et de responsabilité. Parce que ça se trouve, ouais, une fois que vous allez déménager, en fait, il y a un problème avec l'entreprise de déménagement. Oui, vous avez un petit peu de retard pour déménager votre box, j'en sais rien, moi, il peut y avoir des petits pépins. Et là, c'est le challenge de la vie aussi, quoi. Un choix, par exemple, dit de déménager, de s'engager dans ça ou ça peut s'étaler sur plusieurs sous-choix, quoi, si on veut dire ça comme ça. Et là, c'est à vous de réévaluer, de réajuster, de faire face, d'être confronté en tout cas à ces étapes, ces sous-étapes comme ça, de votre cheminement vers ce choix. Oui, c'est la même remarque que je disais tout à l'heure par rapport à la foi. Tout à l'heure, quand je disais le problème et la beauté de la foi. En fait, quand vous faites des gros choix comme ça qui nécessitent un engagement et pour lequel vous n'êtes pas capable de tout prévoir, ou même si vous imaginez, vous vous mettez en situation expérimentalement comme ça, au cas où il arrive ça, voilà, vous êtes capable de rebondir. Au fond, le problème et la beauté de la foi, quand vous faites un gros choix comme ça, c'est que personne ne peut y répondre en avance. Personne ne peut vous donner de garantie. Et ce n'est pas parce que vous rencontrez des pépins sur le chemin que ça veut dire que c'était un mauvais choix, voyez. C'est un peu comme se dire que choisir la bonne personne en amour, c'est celle où je vais jamais me disputer. Ben, non. Ou votre meilleur ami, quoi. Non. Les challenges, ça fait partie de la vie, comme les changements. Et la dernière chose avec laquelle je voudrais terminer, c'est la question, je pense, pour moi, si vous retenez un truc, ce serait ça pour moi. Pour vous aider dans vos choix. Pour moi, ça viendra appuyer tout. C'est que faire des choix, en fait, comment dire ça? Ça en revient à faire des choix plus grands que soi. Là, je vais vous parler d'une croyance qui m'est très personnelle, que je vis très intensément, émotionnellement, intellectuellement, tout ça. Mais peut-être que d'autres la partagent, peut-être à un degré moins fort, là, ou plus fort, oulala. Je ne sais pas comment c'est, si c'est plus fort encore. Il est possible, comme je vous disais un peu tout à l'heure, j'ai même pas encore parlé du people pleasing, là, des gens qui font leur choix pour plaire aux autres. Mais bref, surtout pour ces personnes-là, et je pense qu'on est tous affectés par ça à différents degrés ou dans différents domaines de nos vies, là, mais il est possible qu'on fasse nos choix pour plaire aux gens. Et bref, moi la croyance que j'aimerais vous soulever et vous détricoter comme ça, de tirer les fils pour comprendre qu'est-ce que ça signifie profondément derrière ça, c'est que en gros c'est la croyance que si je fais des choix pour moi, je vais faire du mal aux autres. Là je vais juste dérouler mes notes, je vais juste vous lire ce que j'ai noté. Donc moi, personnellement, j'ai cette terrible croyance inconsciente que si je me choisis moi, si je fais mes choix pour moi, je suis une égoïste. Je vais faire du mal aux autres, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas me comprendre. Ce n'est pas compatible du coup avec respecter les autres. Mon choix est beaucoup trop improbable, impromptu, même moi j'arrive pas à me l'expliquer. Et en plus ce n'est pas compatible avec cette société. Ce qu'on attend de moi, on va me juger, on va m'ostraciser, on va me rejeter, pire, on va me condamner. Au fond, je vais gâcher ma vie. Et potentiellement, pire que ça, pour moi, faire du mal aux gens autour de moi, à ceux que j'aime, à ceux qui... à la planète, voire même à la société entière. Je vais dérégler le système, là. Et donc,
Le seul choix qui me reste, c'est de faire comme tout le monde. C'est de faire ce qu'on attend de moi. C'est de choisir ce qui fera le moins de mal à tout le monde, moi y compris. Au final, même moi j'y gagne, parce que je fais comme tout le monde. Bon, c'était un peu extrême, je ne sais pas si ça a résonné avec vous, mais est-ce que vous voyez un peu le raisonnement qui se met en place? Vous voyez un peu la pseudo-logique derrière? Et là, oui, dans mes notes, c'est là où je parlais de cesser d'être gentil, soyez vrai, là. Mais bref, il est possible que vous ayez cru dans votre enfance que vos parents, votre professeur, même vos meilleurs amis, vos copains, là, vous aient fait croire que si vous aviez des bonnes notes, si vous faisiez ce travail, ou bien au contraire, si vous étiez le troblion, si vous étiez un fauteur de troubles, si vous aviez que des mauvaises notes, si vous vous habilliez de telle manière, si vous gagnez tant d'argent, si vous choisissez d'être copain avec celui-ci et pas celle-là, si vous aimez bien cette matière, si j'en sais rien, plein d'exemples comme ça à l'infini, mais seulement si, donc c'est la condition, et c'est là le conditionnement, seulement si vous respectez ce critère-là, à ce moment-là seulement vous étiez digne d'être aimé. À ce moment-là seulement vous êtes digne d'être aimable, qu'on vous aime. Autrement, tu n'es rien. T'es méchant, t'es minable, t'es fou, t'es nul, je veux pas de toi, ce que vous voulez, mais tu n'es rien à mes yeux. Et c'est possible qu'il y ait cette espèce d'association d'idées intellectuelles et émotionnelles dans votre corps. Et c'est pour ça que vous ayez peur de faire ce choix. Oh là là, si en tant que femme je me mets en avant, et si je gagne plus que mon mari, ça se trouve, j'en sais rien, des choses comme ça, vous voyez. Il y a vraiment une peur très très puissante de n'être rien, bon ça c'est très fort là, mais en tout cas de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être oublié, d'être complètement mis de côté, d'être jugé. Tout ça c'est vraiment très puissant et ça vous empêche de faire des choix, des vrais choix. Et alors moi j'aimerais que vous preniez un peu de regard sur vous-même, même quand des choses aussi simples que quand vous commandez à manger, les produits que vous achetez dans votre salle de bain, les choses que vous regardez sur internet, les musiques que vous écoutez, les gens que vous fréquentez, le parcours que vous avez suivi, votre profession, votre vie sociale. Est-ce que, si vous êtes un tant soit peu honnête avec vous-même, pas pour tous, mais peut-être dans ceux qui vous auront le plus fait réagir là, qui vous a poussé à faire vos choix? Est-ce que c'est entièrement 100% vous? Et bon, c'est très dur d'être honnête quand justement on a l'inconscient qui vient tout brouiller. Là. Mais à quel point c'est vous et à quel point c'est les autres? Et qui est derrière ce choix, si ce n'est pas le vôtre? Ça, c'est très important, surtout dans les thérapies, de chercher qui vous a mené à faire ça. Quelle situation, quel souvenir marquant, presque traumatisant dans votre enfance vous a conditionné comme ça? Et là, j'aimerais vous faire comprendre que même, et ça va être peut-être dur là, brutal, mais même lorsqu'on vous pousse, même lorsqu'on vous induit, même lorsqu'on vous menace même, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Bon, peut-être que, je sais pas, pour quelqu'un qui est victime de traite humaine, d'esclave dans une cave et qui est complètement verrouillé, je pense que cette personne-là aurait du mal à m'entendre dire « vous avez toujours le choix ». Bon, c'est un exemple extrême. Mais sachant que vous avez toujours le choix, la vraie question c'est, est-ce que vous continuerez de le faire? Ce vrai ou faux choix. Donc j'entends déjà des protestations qui disent c'est pas si facile que ça, oui, évidemment, est-ce que j'ai dit le contraire? Non, en soi, faire un choix, ce n'est pas censé être compliqué. Par contre, faire un choix, malgré l'environnement dans lequel nous nous inscrivons tous, oui, ça c'est compliqué. Faire un choix malgré le reste. Parce que ça, c'est le challenge de la vie, c'est le challenge de la vie sur Terre en tant qu'humain. Donc, le plus grand problème ou défi, c'est, et alors là, je clôturerai là-dessus, mais c'est pas uniquement, il y a la question de faire ses choix, oui, ok, pour soi, mais comme je vous disais, parfois certains choix vont heurter les autres.
Bon, je vous demande pas de choisir de tuer quelqu'un, je pense que jamais l'intuition ou l'instinct nous pousse à faire ça. Ça, ce serait l'émotion de colère, mais c'est votre responsabilité. Mais le plus gros défi, en fait, c'est de partager la vie, c'est d'être ensemble. C'est de, ok, moi je fais mon choix, mais aussi comment faire en sorte qu'il me respecte, enfin que ce choix me permette de me respecter moi, tout en respectant l'autre, même tous les autres. Ça c'est un vrai défi, ça c'est un vrai challenge dans la question des choix. Et c'est vraiment une question où on peut se dire, ok, je prends mon temps, je patiente, quoi. Je sais pas, ne serait-ce que si je divorce, ok, c'est pour moi, ok, c'est... Mais ça va engendrer beaucoup de conséquences, beaucoup de responsabilités. Vous voyez ? Donc, en tout cas, pour finir là-dessus, ah oui, ce truc du... ça veut dire quoi quand je disais tout à l'heure, faire un choix, quand on fait un choix, c'est plus grand que soi. Si vous avez bien retenu, là, une de mes pires peurs là, dans la vie, c'est de faire un choix qui aille à l'encontre des autres. Genre, je vais dérégler le système, là, comme je vous ai dit, là. Eh bien, j'aimerais vous dire, si vous tombez aussi dans cette croyance, mais peut-être à moindre mesure, c'est que, pour moi, là, je viens de le comprendre très récemment, et surtout dans les Gene Keys, là, mais c'est que rien n'est fait par hasard, et qu'en fait, si, c'est une réflexion que je vous partage, que je vous propose, si en fait vous avez envie d'aller dans telle direction, de faire tel choix, de changer, de... Vous savez, c'est comme ce truc-là m'appelle, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'aller vers cette personne, j'ai envie de tester cette activité. Et vous ne comprenez pas pourquoi, mais moi je vous dirais qu'il y a une raison à cela. Et que vous ne le faites pas égoïstement. Et plus que ça, d'une certaine manière, vous verrez si vous osez, en fait, quand vous faites ce vrai choix qui vous pousse vous aidez aussi le monde à votre manière. Même si c'est, je sais pas, par exemple, dans l'épisode du lion, là, même si c'est juste, par exemple, parce que vous voulez bien vous habiller, quoi. Parce que c'est possible que ça inspire d'autres gens. Ou bien, si vous voulez changer de régime, je sais pas, ça inspire aussi, vous voyez. Ou bien, en gros, même si vous pensez prévoir tout dans votre vie, les impacts et les conséquences d'un choix, en fait, ce que vous ignorez très souvent, c'est qu'en fait, un choix peut avoir un impact, une influence, un pouvoir de... Alors, pas de décision, mais c'est comme je vous disais, la graine et les... Comme quand je vous jetez un caillou dans l'eau, là, il fait des cercles concentrés comme ça de plus en plus grands. Il est possible que juste vous pensiez juste à jeter votre caillou dans l'eau, entre guillemets, faire votre choix, là, et qu'en face, en fait, ces cercles touchent quelqu'un d'autre, et que ça ait un impact sur cette personne. Et donc, pour moi, si vous avez du mal à faire des choix pour vous, en fait, vous ne pourrez non plus, autant que vous ne pouvez pas savoir exactement comment ça va se dérouler. Et encore une fois, je vous dirais, comme à chaque fois, ne confondez pas la miette avec le chemin. Ça se trouve, vous avez envie d'aller là, mais ça ne veut pas dire que vous allez en faire votre vie. Je sais pas, moi, l'année dernière, j'ai fait le choix de suivre une formation, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, j'en avais vraiment besoin, j'en avais vraiment envie. Et je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup dans les choix, c'est que cette question de la miette n'est pas le chemin, il est possible que juste suivre une miette en amène à une autre. Et vous ne pouvez pas accéder à la miette numéro 3, 4, 5 si vous n'allez pas déjà à la miette numéro 1. Donc là, c'est une question que j'aimerais vous poser. Attendez, où est-ce que je l'ai mise tout à l'heure en note? C'est en gros, est-ce que vous préférez regretter d'avoir essayé, ou est-ce que vous préférez d'avoir juste laissé votre rêve, votre envie, votre motivation au fond du tiroir, sans savoir ce que ça aurait pu donner? Parce que ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Il y a une dernière chose que je voulais... Non, je vais quand même le dire, c'est que c'est lié, et je ferai un épisode, ce sera plutôt vers février, sur comme ça les choix, plus de carrière, de chemin de vie, là. Il y a quelque chose avec les gens avec lesquels les gens sont un peu obsédés, c'est en anglais en tout cas, ça s'appelle purpose, et je sais jamais, ça se traduit pas vraiment, mais en tout cas le même type d'obsession en français, ce serait autour des termes comme mission de vie,
mon chemin de vie, des choses comme ça là. Et c'est pareil, plein de choses à dire là-dessus, mais disons que en fait pour moi, et même je sais pas moi, si on regarde l'astro, votre milieu du ciel, votre maison 10 là, il n'y a pas de... Je ne pense pas, par exemple, votre destin c'est ce truc-là en particulier et puis c'est tout. Je pense que la vie c'est un chemin et en fait le destin, si on croit à ça, c'est le chemin en soi. Et le chemin, c'est pas juste un point quoi. Vous savez, si vous prenez pas le risque d'aller un point A, un point B, un point C, un machin, et que en fait c'est seulement à la fin qu'on se rend compte du tableau que ça a dessiné. Mais ce que j'ai pris en note, ça m'a fait rire là. Mais il est possible que si vous ne preniez le risque de rien, même pas d'oser rêver, à la fin, là, la big picture, là, le tableau de votre vie, à la fin, vous regardiez ça et en fait, c'est juste un gros point. Ma vie, en fait, c'est juste un gros point. J'ai pas bougé, j'ai rien fait, j'ai rien tenté, j'ai rien osé. C'est un vieux point, là, tout moche, tout simple. Ça peut être simple et beau aussi, un point, ça dépend. La question, c'est de ne pas avoir de regrets. Mais, mais moi, je vous conseille d'oser, je vous conseille d'essayer. Et on est encore dans cette saison du Sagittaire, où le Sagittaire, c'est le feu de la foi qui brûle pour vous pousser en avant, plus loin que là d'où vous venez, ou là que, comment dire, ce que vous êtes. Ou... En fait, c'est un peu l'idée de... même si vous osez rêver, et un petit... Moi, j'adore faire des mantras. Le dernier mantra que je me suis fait, c'est Dream big, go further. En gros, ça veut dire rêve en grand et va plus loin. Dépasse ça. En fait, si on fait nos choix uniquement mentalement, le problème, c'est qu'on est limité par le connu. Vous voyez, ça me fait encore penser au truc de Krishnamurti, à se libérer du connu, là. Mais il y a tout un tas, ne serait-ce que, je sais pas moi, professionnellement, ou de culture, je sais pas si on va en culinaire, il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir, que vous ne pouvez pas connaître, et vous ne pouvez pas savoir si vous aimez ou pas, si vous n'y allez pas, si vous ne tentez pas. Donc c'est là l'intérêt de suivre un peu ses intuitions, ses envies, ses pulsions presque. Après ça dépend de votre style quand vous faites vos choix là. Mais on ne sait jamais en fait ce qui se cache derrière. Bon, on ne sait jamais si vous pouvez tomber sur un plat qui vous donne une indigestion aussi. C'est possible. Si vous pouvez tomber sur le connard, la connasse, c'est possible aussi. Hein. C'est plusieurs d'affilée aussi. C'est possible qu'au bout de 1, 2, 3 mauvaises expériences, paf, au bout de la 5e, il y a un truc qui dépasse vos attentes. Vous voyez ? Ça, c'est très probable, très possible pour tout le monde dans la vie. Donc, voilà. Moi, je vous dirais, même si vous n'osez pas accomplir en tant que tel vos rêves, suivre ces petites miettes-là, j'espère qu'au moins, vous octroyez de rêver dans votre tête. Parce que ça, c'est votre espace mental. Et celui-là, il vous appartient. Et dans tous les cas, que ce soit celui-là, ce monde intérieur ou ce monde extérieur, vous êtes le seul juge dans votre vie. Personne n'a le droit de dire que c'est bon ou mauvais, que c'était la meilleure décision ou pas. Non, il n'y a que vous pour le savoir à la fin. Vous savez. Donc voilà. Dès tout, dernière remarque que je vais faire et je m'arrête là-dessus. N'allez pas non plus juger les autres parce que vous suivez votre passion, vos rêves, parce que là, vous seriez vous, égoïste et égocentrique. Parce que si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, laissez aussi tranquille les autres. Et ça, c'est le principe de respect et de réciprocité de base de la vie. On ne demande jamais, entre guillemets, que pour soi ou que pour les autres, ou que pour les autres et pas pour soi. Non. Une chose, ça s'accepte entièrement. Voilà, pour la dernière piste de réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre confiance dans cet épisode. Et je vous souhaite de trouver la foi, de faire vos choix. Si c'est juste pour des petits choix bénins du quotidien, des choix banals, ou des vrais gros choix auxquels vous pouvez être confrontés. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un épisode du podcast Au fil doré.